quoi? Ouais, c'est moi qui parle. L'article 66 de la Constitution est un impératif catégorique au-dessus de votre statut. Je te renvoie à la Et cette disposition de la Constitution, ma détermination à cette servir. disposition de la Constitution, le président l'a foulé au pied 43 ans durant. C'est compris, hein? On va aller du côté de la messagerie. Il peut donc décider c'est bon, on vous a compris. de mettre quelqu'un d'autre. Vous ne lui ferez rien. On vous a compris. Vous reviendrez ici justifier On vous a compris. le choix du président. Alors, nous, c'est compris. La déclaration de candidature, c'est un acte qui se fait en double exemplaire et c'est le candidat lui-même qui signe. Et le mandataire pour le RDPC, c'est-à-dire celui qui porte la candidature du président national, qui s'appelle Paul Biya, qui l'a toujours fait. Depuis 1990, c'est toujours le secrétaire général du comité central qui porte la candidature à l'organe en charge des élections. Cette semaine, c'est le secrétaire général, le vice-premier ministre Jean Kuete, qui déposera en nom du parti RDPC, qui investit son candidat. Ce n'est pas le gouvernement qui investit le candidat. Voilà. On passe à pas. Non, pour ça d'abord à Valère Bessala, qui n'est pas là pour le décor. Le 31 décembre dernier, le président de la République, dans un discours le 31 décembre 2024, a dit, je cite, « Ma détermination à servir reste intacte et se renforce au quotidien. » Merci. Donc, nous sommes dans la suite de ce discours. C'est comprenable. Et déterminé à continuer à servir. Valère Bessala, du côté du RDPC sur ce plateau, on parle de sérénité. De votre côté, quand vous faites justement de l'analyse, est-ce que nous pouvons voir des faits qui démontrent une certaine sérénité? Ben, je crois qu'il faudrait d'abord corriger beaucoup de choses qui ont été dites. Pour moi, ce n'est pas un débat qui devrait avoir lieu si on connaît, si on est suffisamment renseigné sur les arcanes du pouvoir et de la machine politique en face que nous combattons. Je crois que j'ai entendu dire que le ministre de la Communication, il n'est pas porte-parole du gouvernement. Il fait office, puisqu'il n'y a pas de porte-parole constitué. Il n'est pas porte-parole du fait gouvernement. office. Parce que le décret de 2011 qui a été repris en 2018 et qui a été repris en 2019 en fait simplement un ministre de la communication. Et les ministres de la communication. Donc sous réserve peut-être qu'il y a d'autres éléments après. Non, portez le décret, je parle du décret. Je ne parle pas des copies de presse. C'est le décret. Parce que le dernier porte-parole, là je crois que je vais parler sur votre contrôle. C'était Concho. Non. On était à Mokoko Mbonjo. Mokoko Mbonjo. Oui, le dernier porte-parole, c'est-à-dire qu'on dit portant organisation du gouvernement, on dit ministre de la communication. C'était bien écrit. Voilà, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Donc il est tout simplement ministre de la communication. Je sors cette subtilité pour qu'on comprenne qu'il ne peut pas parler non seulement pour le gouvernement entier, parce qu'il n'est pas porte-parole du gouvernement, mais aussi il ne peut pas parler pour des appareils accessoires du gouvernement, dont le parti. Et là, j'en viens à ce que l'aîné disait tout à l'heure. Le parti a son fonctionnement et a son ou ses communicants, dont le secrétaire général, je crois, le ministre Amendongo, est secrétaire à la communication. Tout à fait. Donc je crois que l'erreur est partagée déjà dès le départ. C'est-à-dire le journaliste a saisi le ministre Sadi, pensant en fait qu'il avait aussi peut-être voix au chapitre de la communication dans le parti. Je dis le journaliste qui a saisi le ministre. C'est là d'abord que l'erreur part. Et le ministre lui aussi commet cette erreur parce qu'en fait quand on l'interroge sur une sensibilité comme celle-là, c'est-à-dire qu'il relèverait en fait de la communication du parti, pas de celle du gouvernement. Est-ce que c'est pas parce que nous savons que le parti, c'est aussi le gouvernement? Non, ça c'est des confusions. Ça c'est des confusions que monsieur tout le monde fait. Ça c'est des confusions que monsieur tout le monde fait. Alors le ministre est aussi tombé dans ce piège-là. Parce qu'il aurait dû dire aux journalistes, je ne suis pas secrétaire de la communication du parti. Il y a une instance qui est habilitée à se prononcer. Je venais même communiquer alors c'est quoi? Non, j'établis cela pour que nous comprenions. Pas la candidature. Monsieur parfait, j'établis cela pour que nous comprenions que le débat que nous posons ne se poserait pas si nous essayons un peu d'entrer dans les subtilités institutionnelles. Vous comprenez? Une fois que je l'ai dit, il y a donc un fond qu'il faut poser entre les deux. Moi, je suis d'accord. Le ministre a dit, je crois qu'il révèle le fond de ce que pensent les Camerounais, d'une part, et le fond
de ce que pensent certains apparatchiks du pouvoir vis-à-vis de la candidature du président. C'est pour ça qu'il parle du 50-50. Faisons attention. Parce que c'est un monsieur, je parle d'abord globalement, qui connaît le président avant même Famandongo. Je dis comme cela, avant Famandongo. Sadiste, diplomate, sorti de Suisse, il a travaillé avec le président Ahidjo. Oui. Il a même été affecté au service particulier du président Ahidjo jusqu'à sa démission. Et même il est allé jusqu'au Sénégal avec le président. Avant qu'il soit ramené au Cameroun, quand la brouille a été entamée entre le président et son père Ahidjo. Donc, c'est un monsieur qui connaît davantage Paul Biya avant président et Paul Biya après président. Donc il connaît comment le monsieur, il connaît, non, quand je dis après qu'il ait été président, c'est ce que je veux dire. Donc il connaît l'étape psychologique, le schéma mental, moral du président. Il connaît même les fourberies de l'homme. Il faut faire très attention. Donc quand il dit 50-50, il est en train de dire au Camerounais, c'est un monsieur imprévisible. C'est-à-dire que le monsieur que moi je connais depuis les années 70, depuis que je suis sorti de l'école de diplomatie, ce monsieur peut nous surprendre. C'est pour ça que M. Niemega parle tout à l'heure de prudence. C'est-à-dire qu'il est un monsieur prudent. Parce qu'il ne parle pas sur la connaissance du président. Il parle sur la connaissance du président et de l'homme qu'il a côtoyé. Valeb Salah, l'honorable vous a dit que la candidature du président sera déposée cette semaine. Donc, si je l'ai dit, il faut donc comprendre que l'autre 50 là, qu'il enlève à la certitude de la candidature du président, relève justement de ce que je venais de dire, c'est-à-dire ce que les apparatchiks se font dans le système. Parce que nous savons que beaucoup ne veulent plus de Paul Biya. Ah bon? Beaucoup ne veulent plus de Paul Biya. Pour une simple raison, pas pour la même raison que le peuple. Faites très attention, parce que le peuple ne veut plus de Paul Biya parce que rien ne marche. Vous comprenez? Mais beaucoup ne veulent plus de Paul Biya parce que, le sachant imprévisible, ils pensent que s'il reprend notre mandat, certainement qu'il peut les passer tous à la casserole. De deux, en reprenant un autre mandat, c'est-à-dire le 22 juillet, c'est-à-dire quand on a bouclé toutes les candidatures, c'est la fin politique pour tout son régime. Parce qu'en fait, dès qu'il reprend la personne d'entre eux ne peut plus être candidat. D'ailleurs, quelqu'un a dit là tout à l'heure que le RGPL les a rassurés que lui ne sera pas candidat. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en fait, au sein de la machine RDPC et du pouvoir, il y en a qui ont des intentions. Donc, il est question pour eux, M. Parfait ici, il est question pour eux de manœuvrer pour que Biya ne soit plus candidat. Ou alors, s'il reste candidat, qu'il s'assure qu'il ne les changera jamais par un remaniement. Je prends un simple indice, parce que nous tournons autour du pot. Il y a l'affaire Léon Teller, au Nana. Qui est du RDPC? Qui est du RDPC, qui a déjà entamé depuis un bon bout de temps, une contestation judiciaire non seulement de la candidature du président, mais de sa capacité, de sa qualité de candidat naturel. Parce que c'est naturel du parti, vous comprenez? Même si cela ne va pas prospérer, mais cela a déjà quand même eu le mérite de glisser le peuple camerounais dans les intentions profondes d'une partie des apparatchiks. C'est-à-dire que certains ont monté déjà quand même une voie pour dire à Paul Biya, si tu décides de partir avec nous, comme tu veux nous emmener là tous, nous-mêmes on peut insécuriser votre candidature. C'est-à-dire que vous risquez de ne pas être candidat parce qu'on peut aussi créer une lupécisation du RDPC. Donc je voudrais dire que pour ceux qui pensent que le président doit... Non, il ne se prononce jamais. Le président ne se prononce jamais pour dire que je suis candidat. On constate simplement qu'il est candidat. Non, pour moi, le tweet n'est pas une voie institutionnelle pour... Je dis simplement que le président, il se prononce par la médiatisation du dépôt de sa candidature. À chaque fois qu'il a déposé la candidature, les médias, on convoque la CATV qui accompagne le porteur du dossier jusqu'à l'écart, et puis ça sort au journal, on sait que le président a déposé sa candidature. Donc je voudrais sortir en disant que nous n'avons pas de problème, c'est pas fait ici, que le président soit candidat. Nous pensons plutôt que c'est le plus grand atout dont dispose la jeunesse camerounaise pour que le président soit candidat. Pour une simple raison, il faudrait que nous affrontions en octobre celui à qui l'on fait tous les reproches du mal-être du Cameroun. S'il venait à laisser quelqu'un d'autre passer, nous aurons même des difficultés à l'affronter parce qu'en fait, il n'est pas comptable du bilan de 43 ans. Donc c'est le bilan de 43 ans que nous allons juger le 12 octobre prochain. Je me suis félicité de n'avoir pas pris mon inscription quand je rentrais à l'université en droit parce que j'ai véritablement compris que les juristes de mon pays sont tous des embrouillés pour la plupart. On nous a, pour quelque chose qui semblait assez clair,
on nous a fait des étirements du droit, on nous a sorti des explications parfois surréalistes qui n'avaient rien à voir. Et aujourd'hui, on en vient même à classifier ces juristes-là d'un camp comme dans l'autre. Ce qui vous démontre, à partir de leur position d'autorité, parce qu'ils disent qu'ils sont constitutionnalistes, qu'on peut être un élu et parti d'un parti politique qui vous a investi et auquel vous avez appartenu jusqu'à votre mandature et démissionner en cours de mandature pour appartenir à un autre parti politique et transférer votre légitimité de ce côté-là et permettre à ce parti de candidater s'il n'a pas d'élu. Nous avons découvert des contentions comme celle-là. Et donc, pour mettre fin à tout ceci, je crois que ce moment est venu pour que la vérité soit là et que les uns et les autres, en fait, ceux qui ont suscité ces débats-là, n'est-ce pas, viennent nous répondre. Bon, même comme la honte a foutu le camp chez certains de nos leaders politiques, mais il viendra quand même le moment où beaucoup de ces hommes politiques un peu spécialistes de l'esbrouf devraient quand même dire la vérité aux Camerounais. Pourquoi avoir suscité ce débat-là en ces temps précis-là? Est-ce que c'était pour fuir quelque chose? Est-ce qu'ils avaient des choses à cacher? Mais aujourd'hui que la réalité est là, il faudrait qu'on débatte sur la profondeur des choses telles que la réalité nous les présente aujourd'hui. Merci David Eboutou. Abel Elimbi Lobé, répondant clairement à cette question posée ce dimanche sur Info TV. Le corps électoral convoqué, le temps de l'alternance est arrivé? Le temps de la vérité sur la qualité des hommes politiques. Nous avons vu longtemps avant cette convocation, des attitudes visant à banaliser la candidature. C'est chacun qui s'est levé, chacun a dit qu'il est candidat, etc., etc., comme si la fonction présidentielle était un amusement. Je ne sais pas si l'annonce de la candidature était devenue une stratégie de communication, c'est-à-dire un moyen par lequel on peut accéder à certains outils, à certains organes de communication. Bon, ce que ça a donné, c'est une ambiance d'électeurs. Une ambiance d'électeurs. Et comme dit Eboutou, nous avons découvert des enseignements politiques extraordinaires. Extraordinaires que des interprétations juridiques. Au haut de mes 63 ans, je n'avais jamais su que quelqu'un ne part pas à une élection, mais il a laissé. Tu as appris. Et comme je sais que c'est faux, la convocation du corps électoral est venue comme quelque chose de salvateur pour mettre un terme à ce désordre intellectuel et politique, organisé par des gens qui relèvent de ce que j'ai appelé la racaille. Oh là là, c'est insultant là, Elimbi Lobé. Oui, bien sûr, parce que moi je ne savais pas. Et j'ai écrit quelque part que je me demande si Nietzsche, qui est entré dans le SDF avec moi, savait que quelqu'un ne part pas à une élection, mais il a les élus. Pour être capable de venir le dire. Plus de 30 ans de vie politique après. C'est formidable. Ce à quoi nous avons assisté. Que ce soit la ressource intellectuelle du pays, que le pays s'est évertué des années durant à constituer pour que les gens guident le pays. Et que ce soit ces gens-là qui soient capables d'un tel déni. Eh bien, la convocation du corps électoral est venue mettre un terme à ça. Pour nous permettre de dire, ok, vous avez insulté les gens, vous avez traité les gens de tous les noms d'oiseaux. Vous avez tout dit, vous vous êtes donné toutes les libertés. Comme vous avez dit que vous avez des élus, sans avoir participé à l'élection qui donne les élus. Vous avez des élus parce que vous avez recruté les élus de ceux qui sont allés aux élections. Et que vous avez critiqué.
Je veux voir le MRC déposer une candidature avec la lettre d'investiture. Je veux voir Maurice Kamto déposer sa candidature avec la lettre d'investiture du MRC au sens de l'article 121 du Code électoral. Nous allons voir ça. Très bien. Mais Nous attendons, savons, hein. Nous attendons. savons, Nous avons toute cette mais semaine. je sais que Maurice Kamto boira la honte jusqu'à la libre parce qu'il déposera une candidature avec la lettre d'investiture d'un parti qui était aux élections. Ah bon? Il n'a d'ailleurs pas le choix. Vous êtes dans les secrets de Dieu. Alors, professeur Owonangini, sur ce plateau, hein, depuis de longs mois, nous avons parlé d'une problématique, la candidature unique de l'opposition, ou alors une candidature de large consensus. Visiblement, nous sommes en train de voir que cette candidature-là n'aura pas lieu, comme presque toujours à ces élections présidentielles organisées au Cameroun. Alors, l'opposition ne fait-elle pas honte? Non, je n'irai pas jusque-là. Il faut avoir du respect pour les acteurs politiques. Parce que le jeu politique n'est pas aussi facile que beaucoup de gens l'imaginent. Et faire face à un parti dominant comme le RDPC, ce n'est pas une partie de plaisir. Maintenant, il est vrai que l'opposition montre parfois des faiblesses curieuses qui semble indiquer qu'elle n'accumule pas l'expérience de ces confrontations avec le pouvoir à l'occasion des élections présidentielles. Et en fait, c'est lié à un syndrome qui est que chacun veut être le président de la République. C'est pas ça l'égoïsme? Et je ne sais pas si c'est l'égoïsme, à vous de voir, mais à partir de ce moment-là, il est impossible d'engager une synergie pour avoir ce que vous appelez communément une candidature consensuelle ou une candidature unique. Il y a une véritable fascination de l'institution présidentielle au sein même des groupes d'opposition qui vient empêcher toute stratégie politique en la matière. L'opposition avait près de 7 ans pour se préparer à éviter une nouvelle défaite. C'est à 6 ans et demi que l'opposition se réveille pour commencer à mettre en place une démarche de synergie. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ce n'est pas normal du tout. En fait, elle n'a même pas le temps physique, elle n'a même pas eu le temps physique de faire le travail qui est nécessaire pour parvenir à une candidature consensuelle sérieuse. Une candidature consensuelle sérieuse, ça se prépare. Et ça ne peut pas se préparer en 2 mois. Ça se prépare sur des années. Et ça se prépare dans des conditions même où le pouvoir ne peut pas... Si vous commencez à échanger entre vous, même par la communication électronique, le pouvoir va vous empêcher de le faire comment? Qu'est-ce qui empêchait les groupes d'opposition de commencer à discuter sur les orientations? Bon, nous voulons battre le candidat du RDPC en 2025, qu'est-ce qu'on peut présenter comme programme au Camerounais? Quelles sont les propositions? Quelles sont les orientations? Maintenant, on construit donc un cadre programmatique, on construit aussi une stratégie avec tous ces aspects. Ce n'est pas en 6 mois qu'on va le faire. Vous voyez donc que dans ces conditions, et puis chacun croit, hein, c'est ça le syndrome, que c'est lui qui est destiné à présider aux destinées du Cameroun. Dans ces conditions, vous voyez qu'il y a une candidature consensuelle possible. Merci, professeur. Pierre Blériot-Nyamek, le cas Kamto m'intéresse ce matin, le cas Cabral-Liby aussi, et même le cas de l'UPC. Y a-t-il sérénité quant à leur candidature? Quand je dis le cas Kamto m'intéresse, il y a le fameux débat sur le mandat impératif. Quand je dis que le cas Cabral m'intéresse, il y a le fameux problème qui est en justice, parlant du PCRN. Quand je dis que le cas de l'UPC m'intéresse, il y a également une foultitude de factions au sein de l'UPC. Alors, quel est le regard que vous posez sur ces entités à quelques jours du bouclage du dépôt des candidatures? Alors, je commence par les cas les plus faciles. Il n'y aura pas de candidature de l'UPC. Ah bon? Oui, pour 2 raisons. La première, elle est, on peut dire, juridique. L'UPC
s'est empêtré dans beaucoup de choses qui l'empêchent de produire les documents qu'il faut. La deuxième, elle est économique. Les différents candidats de l'UPC que vous voyez, ils comptaient sur les levées de fonds. Et moi, j'avais déjà dit qu'il faut arrêter ce genre de choses. Ah, l'UPC est incapable d'avoir 30 millions? Les 4 UPC. Une UPC qui est capable d'avoir 30 millions, c'est celle de Bapor. Et Bapor est derrière BIA. Tout à fait. Bon, les 3 autres UPC n'ont pas chacune ces 30 millions. Mais attendez un peu, le professeur Baïbek ne peut pas avoir 30 millions? Non. Baïbek, c'est mon... Baïbek n'a pas 30 millions. Comment ça? Mais, comment ça? Je suis là pour répondre à vos questions, mais pas pour le comment. Baïbek n'a pas 30 millions. Et il est donc candidat, pourquoi? Il n'est pas candidat, puisqu'il n'a pas 30 millions. Mais il a dit partout qu'il est candidat. Il y a une intention de candidature. Il a émis une intention de candidature, mais il n'a pas les 30 millions. Donc, je passe rapidement sur les UPC. Je viens sur la candidature de Maurice Kamto. Et les autres l'ont dit avant moi. J'ai plein d'amis qui sont passés à l'invective. Ah, tu n'as pas fait droit, il faut souvent te taire quand... Je dis, oui, moi, je n'ai pas fait droit. Moi, je suis dans les us. Non, moi, je suis dans les us. Et moi, je lis la personne du professeur Maurice Kamto. Maurice Kamto, très fin, voulait qu'on dise qu'il n'a pas, que le MRC a été bloqué. Pourtant, il prépare une sortie ailleurs. Et ces gens-là ne viendront, ils sont comme les gens de BIA, ils ne viendront, et les gens de l'autre, ils ne viendront plus ici nous dire ce qu'est devenu le mandat impérial. Ils se sont déjà tués. Alors Kamto va se présenter et ils vont encore dire que ce que Kamto a fait là est bien. C'est-à-dire que... Bon, donc ça passe. Maintenant, arrivons. Non, Cabral, lui, n'a pas de problème. Comment ça? Non, Cabral n'a pas de problème parce que même le problème qui est en justice demande 9 mois. Or, c'est la dernière décision qui est retenue. Et déclaration pour déclaration, Cabral va déposer la semaine qui commence sa candidature. Vous verrez d'ailleurs des signes qui montraient qu'il allait déposer cette candidature. Lorsque son congrès a été convoqué cette dernière fois, le tout-puissant ministre de l'administration territoriale n'a plus empêché la tenue de ce congrès. Ce sont des signes. C'est des signes. Quand on est dans le... Et puis, je vais donc dire... Quand on est dans quoi? Quand on est dans le milieu politique, on comprend. Je vais donc dire quelque chose. Contrairement à ce que le professeur disait, l'opposition a toujours le temps de se réunir, même à 2 jours. Il y a au moins... On a une intention de candidature sur le plateau, n'est-ce pas? Oui, on en parle tout à l'heure. Non, Valère aussi ne sera pas candidat. Comment ça? Pour 2 raisons. Il n'a pas pu réunir les 300 000. Il ne pourra pas les 300 signatures. Il ne pourra pas les réunir avant les quelques jours qui nous restent. Et la deuxième, il lui fallait quand même 47 millions. 77 millions. Mais vous n'êtes pas dans les poches de Valère. Non, je ne suis pas dans les poches. Vous parlez parce que lui-même il est présent. Hein? Entre-temps, vous parlez de ces 300 signatures. Qu'est-ce que vous en savez? Non, il ne les a pas. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que l'opposition commence donc à se réunir autour au moins d'un candidat qui ne pose pas problème. Qu'elle commence au moins à se réunir autour d'un candidat qui... C'est-à-dire, Valère, par exemple, a capté les énergies jeunes depuis longtemps. Est-ce qu'il va laisser ces énergies s'évaporer comme ça parce que lui n'est pas candidat cette fois-ci? Je crois qu'on gagnerait à ce que quelqu'un comme Valère Bessala réoriente son électorat, qui n'est pas des moindres. Quelqu'un comme Baïbek a capté un certain électorat. Puisqu'il ne sera pas candidat, est-ce qu'il va laisser cet électorat s'éparpiller comme ça qu'il les oriente? Maintenant, ils ont au moins un candidat qu'ils ont vu depuis lors. Est-ce qu'on ne peut pas commencer à imaginer? Parce que moi, je crois qu'il est urgent que l'opposition, et je le dis, si l'opposition fait même 2 grands blocs, les 2 grands blocs sont capables de battre le RDPC. On n'a pas besoin d'un seul, je dis 2 grands blocs. Il suffit que vous ayez un bloc dans lequel vous avez Valère qui a donné ses voix, le UPC qui a donné ses voix à Cabral par exemple, c'est un grand bloc. Maurice Kamto est un autre grand bloc. Quand Maurice Kamto donne ses voix, c'est à quelqu'un? Non, il peut être candidat d'un autre groupe. Je dis que Maurice Kamto... Est-ce qu'on pourrait aussi une figure quand même, Maurice Kamto peut se lever un matin, ces jours-ci, il prend la parole de manière solennelle et il dit que lui ne pourra pas être candidat et il demande au peuple camerounais de soutenir une autre candidature. Non, c'est possible. Si Maurice Kamto a une telle élévation,
je vous assure, ça va même libérer les âmes captives. Je dis les âmes captives, écoutez bien l'expression, parce que autant les gens sont captifs de Biya dans le RDPC, autant il y a des âmes captives de Maurice Kamto dans le MRC. C'est-à-dire désir voir quelqu'un d'autre, sachant que si Maurice Kamto, je vous prends un exemple, décidait de dire que Bokta est candidat du MRC, vous ne pensez pas que ça va déstabiliser les petites réunions qu'il y a dans le Grand Nord avec les Issa Chiroma et Bello Bouba? Ben, ça va déstabiliser le Grand Nord. Mais s'il décide de toutes les manières de dire qu'il sera candidat, ces 14% pourraient revenir. D'accord, merci beaucoup. Alors, Valère Bassala, puisque vous êtes vous-même présent sur le plateau, on a parlé de vous. Hein. Moi, je ne sais pas, on a dit que ceci, alors que vous-même, vous êtes présent sur ce plateau. Alors, vous avez annoncé votre candidature il y a quelques mois. Vous réitérez que vous êtes candidat à l'élection présidentielle à venir? Ma position n'a pas encore changé. Je crois que l'heure du verdict a sonné depuis vendredi. Donc, le décompte a commencé. Je crois qu'il finit le 22. Entre-temps, où est-ce que vous en êtes avec les 300 signatures et maintenant l'argent que vous cherchiez? Justement, nous sommes dans ce verdict qui a commencé. Donc, je suis jusqu'au 22. Je vais me prononcer le moment venu. Quant à savoir si on y va ou si on n'y va pas et quelle est l'attitude qu'on va tenir. Je crois qu'il est important de mentionner pour ceux qui ne font pas la politique ou qui n'ont jamais créé d'appareil politique pour en savoir exactement quelle est la douleur que l'on ressent quand on est dans l'opposition, particulièrement l'opposition politique, et quelle est davantage la double douleur que l'on ressent lorsqu'on est un leader dans la scène politique camerounaise en l'état actuel du régime du renouveau. Il est important de préciser pour beaucoup qui sont sur ce plateau que la politique au Cameroun et vivre dans l'opposition, l'aîné Limbi me comprendra mieux, je crois qu'il est mieux assis pour cela, demande beaucoup de sacrifices et beaucoup d'énergie. Vous voyez, beaucoup, énormément. Et en plus de cela, lorsque nous parlons d'une campagne comme celle-là, j'ai vu des gens, quand on a lancé la collecte des fonds, d'ailleurs même vous-même, vous êtes lancé dans cet exercice-là, qui nous prennent en ridicule parce qu'on a lancé des fundraising. Il faut savoir que la politique, la petite école que j'ai faite, des maîtres politiques d'ailleurs qui sont du parti au pouvoir, la politique finance la politique. La politique finance la politique. Si vous voyez un leader se lever un matin et vous dire j'ai 100 millions de francs pour mes 300 signatures et ma caution, il faut vous en éloigner. Parce qu'en fait, la candidature à l'élection présidentielle est certes la candidature ou l'élection d'un homme face à son peuple, face au peuple, vous comprenez? Mais c'est un mouvement d'ensemble. Même Trump, qui est multimilliardaire aux États-Unis, il a mobilisé des énergies financières, notamment avec Elon Musk et compagnie, qui ont financé sa campagne. Ça veut dire que s'il avait été un Crésus financier, comme on le pense, il aurait pu tout financer. Donc, je voudrais... Ce que vous dites